Bien, bonjour tout le monde. Il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour présenter cette conférence intitulée L'euthanasie élargie aux mineurs d'âge, expérience professionnelle des équipes de liaison pédiatrique en Belgique. Je suis Josée Chédant, je suis professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais au campus de Saint-Jérôme et co-responsable de l'axe 2 du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, un axe de recherche qui est consacré aux soins palliatifs pédiatriques. Avant de passer la parole à notre très cher invité, j'aimerais remercier quelques personnes sans qui cet événement n'aurait pas été possible aujourd'hui. D'abord, j'aimerais remercier Martha Marticella, conseillère en éthique à l'unité d'éthique du CHU Sainte-Justine. Merci, Martha. Un grand merci aussi à l'unité d'éthique et à l'équipe Espoir du CHU Sainte-Justine qui ont accepté de collaborer à l'organisation de cette activité. Et évidemment, un merci particulier au RQ-ESPAL et tout particulièrement à Saïdou Sabi-Boun, professionnelle de recherche au Centre intégré de cancérologie du CHU de Québec, à Myriam Bellé, auxiliaire de recherche au RQ-ESPAL, et aussi à Alex Cornelier, auxiliaire en communication du RQ-ESPAL. Permettez-moi maintenant de préciser que la conférence est enregistrée. Seule la période de questions ne le sera pas. Je vous invite à inscrire les questions dans le chat et elles seront lues par Saïdou et reprises par Marie. Les gens dans la salle, il y a un micro qui est prévu qui pourra circuler pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, sans plus attendre, j'aimerais vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui. La professeure Marie Fridel est infirmière pédiatrique graduée de la Haute École Vinci en Belgique. Elle détient un diplôme interuniversitaire en algologie et en soins palliatifs pédiatriques de l'Université Claude Bernard en France, avec un master et un doctorat en santé publique de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Sa recherche doctorale portait sur l'exploration et la mesure de la qualité de vie des enfants en soins palliatifs pédiatriques. Depuis novembre 22, elle est professeure en sciences infirmières à l'Université du Luxembourg. Donc, merci, Marie, d'avoir accepté de faire cette présentation. Et la parole est à toi. Merci beaucoup, Josée. Merci à vous tous et merci en particulier aussi à CHU Sainte-Lucie, au Réseau québécois de recherche soins palliatifs et à l'équipe Espoir de m'accueillir, de m'avoir invitée. Je suis vraiment très honorée d'être avec vous aujourd'hui et avec tous ceux qui sont aussi avec moi à distance. Alors, c'est vrai que la dernière fois que j'étais venue à Montréal, c'était en 2009 pour le 4e congrès francophone en soins palliatifs pédiatriques. Et j'avais droit à 5 ou 10 minutes, je crois, de temps de parole pour une petite communication orale. Donc, je trouve qu'en 14 ans, je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir un peu plus de temps pour vous partager quelques réflexions et quelques partages autour de cette question délicate de l'euthanasie des mineurs. Il n'y a pas longtemps, c'était votre fête nationale et le gouverneur du Québec avait offert un costume à Bruxelles. Et donc, comme vous savez, ce mannequin piece qui symbolise la ville de Bruxelles a été habillé. Donc voilà, il y a un petit fil rouge entre nos deux pays. Donc c'est vrai que j'ai travaillé essentiellement à Bruxelles, en Belgique. Et c'est seulement depuis peu que je suis arrivée au Grand-Duché de Luxembourg pour un travail d'implémentation et de création de nouveaux cursus de formation de sciences infirmières, mais aussi avec la chance de pouvoir développer des programmes de recherche que j'aimerais développer en soins palliatifs pédiatriques. Alors, j'ai travaillé dans une équipe de liaison pédiatrique, qui est la dénomination en fait en Belgique pour les équipes de soins palliatifs pédiatriques. J'y ai travaillé quelques années, mais je suis restée en lien avec ces équipes dans le cadre de cette recherche doctorale mosaïque dont je vous parlerai aussi dans un instant. Voilà, donc ici, je vais un petit peu vous présenter le cadre contextuel, social et juridique de l'euthanasie en Belgique, comment cette question finalement a émergé, comment est-ce qu'elle s'est implémentée au travers d'une loi qui a élargi en fait une loi belge qui existait déjà depuis 2002. Quelques chiffres pour un peu planter le contexte et puis vous partager, oui, certaines expériences des équipes de soins palliatifs pédiatriques en Belgique. Il en existe
au niveau de la Flandre, donc dans la partie nord du pays, et aussi à Bruxelles et dans la partie francophone du sud du pays. Enfin, quelques résultats de la recherche modalique, qui s'intitule en fait Move to Open Shared Advanced Intervention Pocket with Limited Conditions, que j'ai pu mener sous la supervision du professeur Isabelle Ojoula et du professeur Jean-Marie Degris à l'UC Louvain. Et puis enfin, aborder avec vous, et j'espère qu'on pourra poursuivre au travers des échanges, questions-réponses, autour des enjeux aussi éthiques et cliniques de cette question quand même très sensible et qui éveille à différents niveaux des questions, je crois, extrêmement légitimes. Enfin, très humblement, je vous proposerai quelques recommandations pour la recherche, étant donné que vous avez la chance, je pense, d'être dans un contexte ici au Canada et au Québec, de pouvoir, il me semble, avant d'arriver à certaines lois, pouvoir développer des études, créer des inventaires de besoins et de les partager avec les politiques. Et je pense que c'est vraiment une opportunité qu'il faut saisir pour pouvoir ancrer en fait les changements sociétaux sur base des besoins cliniques identifiés par les experts eux-mêmes et les familles. Voilà, donc en guise de préambule, j'avais envie de vous proposer cette réflexion autour de quelque chose que vous connaissez bien, vous qui êtes les experts en soins palliatifs pédiatriques, c'est-à-dire qu'il y a toujours cet éléphant qui rôde. Comment aborder la question de la mort avec les enfants, avec les familles. Il y a tellement souvent de tabous et de peur. Et l'enfant, les enfants, quel que soit leur âge, sentent très bien quand la fin de vie approche, mais n'ont pas toujours, et aimeraient bien, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai faite au niveau clinique, pouvoir avoir cette oreille qui écoute et qui permet de recevoir en fait leurs questions parfois très directes, très concrètes, très terre à terre autour de la mort ou de leur mort. Mais c'est vrai que quand ces tabous en fait s'installent et qu'il n'y a pas cette oreille qui écoute, ou que les parents aussi nous empêchent, nous en tant qu'initiens, d'aborder ces questions-là, eh bien ça peut être un fardeau réellement majoré dans l'accompagnement des fins de vie des enfants. J'avais envie de vous partager une expérience qui avait été réalisée dans le cadre d'un congrès au Royaume-Uni il y a quelques années, d'une jeune fille de 9 ans qui avait entendu que dans la chambre voisine était décédé un jeune adolescent. Et le lendemain, elle demandait à tous les professionnels de la santé qui rentraient dans sa chambre « Que s'est-il passé avec mon voisin ?» Et le personnel très ouvert, le professionnel de la santé leur disait bah, « Tu sais, après une longue maladie, il est décédé, sa famille est venue, donc tu as dû entendre un peu de remue-ménage pendant la nuit. » Elle répétait cette question toute la journée à chaque nouvelle personne qui entrait dans sa chambre. Le soir, la veilleuse lui dit « Mais pourquoi nous reposes-tu la question au moins 10 fois ?» Et elle a eu cette réponse que je trouve vraiment interpellante. Je voulais savoir à qui je pouvais me fier. Et donc, qui va réellement prendre le temps de m'écouter et d'être sincère dans les échanges que je peux avoir. Je pense à un autre jeune que j'avais eu l'opportunité, le privilège de rencontrer dans le cadre de ma recherche doctorale. Et il avait 17 ans, il avait une maladie neurodégénérative, était déjà en fauteuil roulant, avec des difficultés de déglutition importantes. Et dans sa rue était décédée une personne âgée. Et il y avait une possibilité apparemment, pendant 24 heures, d'aller lui rendre un dernier hommage à domicile. Il voulait absolument y aller, mais sa mère l'en empêchait. Elle avait trop peur de sa réaction. Et lui disait tout le temps « Mais non, je n'aurai pas peur, maman. Je veux voir le mort. » En fait, c'était une manière pour lui vraiment, tout au long de cet entretien, de pouvoir aborder cette question-là et aussi indirectement de pouvoir éventuellement aussi parler de sa mort à venir. Un jeune de 8 ans, lui, m'a posé la question de manière très directe « Est-ce qu'on me mettra dans le frigo ?» Donc voilà, qu'est-ce qui va devenir avec mon corps? Mort après. Donc en fait, on voit que les enfants, spontanément, ont quand même beaucoup de facilité à aborder ces questions et que c'est régulièrement des parents ou des adultes qui, parce qu'on est imprégné par différentes cultures, avons évacué quand même ces questions-là en grande majorité. Et c'est vrai que d'aborder la question de l'aide médicale à mourir, comme vous le faites ici actuellement au Québec et aussi dans d'autres pays maintenant, c'est plonger en fait dans un inévitable paradoxe. C'est vraiment un paradoxe entre la qualité de vie qui est recherchée, qui est affichée dans toutes nos définitions de soins palliatifs pédiatriques. On vise amélioration de la qualité de vie et en même temps, on sait que la perspective de la mort
comme une épée de Damoclès, est quand même réellement présente. Denis Vasse, qui est un psychanalyste français, résumait ça de manière très synthétique, cette phrase « Je veux vivre, mais je vais mourir ». Comment articuler les deux? Peut-on concilier l'inconciliable? Françoise Héritier, dans son livre qui s'appelle « Le sel de la vie », nous dit ceci: comment promouvoir finalement une qualité de vie optimale qui tienne compte à la fois des pertes et à la fois du sel de la vie? Donc, on est clairement dans des paradoxes. Et cette tension-là, eh bien, je l'ai vraiment expérimentée au travers de toute la recherche, mais aussi au niveau des expériences cliniques vécues avec les enfants et avec leurs parents. Donc, c'est un travail de funambule auquel vous êtes confrontés en permanence, auquel les familles sont confrontées, bien entendu, au quotidien. Comment ne pas basculer ni dans le catastrophisme ou le désespoir, ni dans l'idéalisation ou une certaine forme de positivité toxique, avec notamment les projets de vie, on a toujours envie d'instaurer, bien entendu, pour donner du goût à chaque journée qui va venir. Et ça, c'est cet exercice que je vous propose d'entreprendre aujourd'hui au travers de cet exposé. Alors, quelques données, je dirais, un peu historiques, contextuelles, qui ont fait que cet élargissement de l'euthanasie aux mineurs a émergé donc, en Belgique. Il faut savoir qu'en 2002, 3 lois ont été passées, coup sur coup, une loi sur les droits du patient, une loi sur l'euthanasie, mais dédiée uniquement aux adultes, et une loi sur les soins palliatifs. Les soins palliatifs qui étaient définis comme uniquement des soins de fin de vie. En 2014, il y a eu donc cette extension de cette loi initiale élargie aux mineurs d'âge, mais sans mettre aucun critère d'âge. Le seul critère qui était, le critère déterminant qui remplaçait le critère d'âge était celui de la capacité de discernement. Je vais y revenir en plus en détail par rapport à ces critères spécifiques liés à l'euthanasie des mineurs. Et enfin, en 2016, un arrêté royal qui a permis d'étendre la définition des soins palliatifs, non plus restreint à la phase uniquement de fin de vie, mais à partir du moment où un diagnostic de maladie incurable ait pu être déterminé et annoncé à la famille. En fait, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans la presse belge, revenait notamment ce dessin de Pierre Kroll, un dessinariste belge assez connu, et où on voyait ceci, ces 2 pancartes. Ici, on cesse de souffrir, sauf les enfants. Alors, je ne sais pas comment vous l'interprétez, mais c'est comme si on n'était pas d'accord ou si on n'était pas en adhésion avec la loi sur la vie, on allait laisser souffrir les enfants. Comme s'il fallait de nouveau polariser, en fait, 2 camps, c'est ce qu'on a quand même vu pas mal dans ce débat essentiellement politique belge, c'est qu'il y avait un peu des tendances pro-vie et d'autres pro-progressistes ou pro-choice par rapport à l'euthanasie. Alors qu'on sait bien que les contextes cliniques sont bien plus nuancés que ça et que les arguments justement d'ordre religieux sont peut-être une réalité, mais ne devraient pas interférer par rapport à ou ont peut-être occulté des données exprimées par des experts cliniques du terrain. Donc, c'est comme si on avait mis en avant-plan, en fait, un discours assez idéologique, sans tenir compte de toute une expérience accumulée des équipes en soins palliatifs pédiatriques. D'ailleurs, les équipes de soins palliatifs pédiatriques n'ont pas été consultées dans les débats qui ont amené à cette loi. Certains représentants aussi de différents courants philosophiques ou religieux ont demandé à être auditionnés, ne l'ont pas été. Donc, on peut quand même se dire que peut-être le débat n'a pas été tout à fait complet ou englobant toutes les opinions ou les franges, voire les expériences des différentes personnes. Il n'y a pas eu non plus d'étude qui a été faite et qui aurait pu fonder ou argumenter en faveur de cette loi. L'Académie royale belge de médecine, notamment, s'est réunie et a émis des recommandations, mais qui n'ont pas été vraiment suivies dans le texte qui a été finalement voté. Il y avait notamment une demande, une recommandation importante qui était de dire faisons un filtre palliatif, c'est-à-dire que tous les enfants qui ont des douleurs importantes, inapaisables, insupportables, puissent bénéficier d'un accès à des équipes spécialisées de soins palliatifs pédiatriques. Et puis, si on n'aboutit pas à un soulagement des symptômes, alors peut se poser la question de l'euthanasie. Et ce critère n'a pas été retenu au final. L'euthanasie, en tout cas telle qu'elle est maintenant reconnue en Belgique depuis 2014, c'est donc un acte pratiqué par un tiers
qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne et à la demande de celle-ci. Ce qui veut dire que ce sont les enfants qui doivent faire la demande, qui doivent avoir ces capacités de discernement qui va être évaluée par 3 personnes différentes, 2 médecins plus un psychologue ou un pédopsychiatre, et qui doit être aussi validée ou autorisée par les 2 parents. Ce qui veut dire qu'en fait, tous les enfants qui n'ont pas de capacité verbale sont d'office exclus par ces critères-là ou par l'éligibilité à cette demande d'euthanasie. Et également tous les nouveau-nés, par exemple, prématurés, qui auraient des complications médicales importantes. Et la demande, donc, ne peut pas venir ou émerger de la part de parents. Alors, dans un article publié en 2014, certains chercheurs de l'université VIB, notamment, ont proposé ce modèle-là, en disant que le modèle belge de la fin de vie était un modèle intégral de fin de vie qui permettait l'imbrication des soins palliatifs et de l'euthanasie, qui reste une minorité. Alors, ce modèle belge, j'ai envie de dire, n'est pas l'objet d'un consensus. Il y a des différences culturelles importantes, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, entre le Nord aussi et le Sud. Et donc, c'est une proposition ici qui a été mise, mais qui ne reflète pas l'ensemble, je dirais, des conceptions, des représentations, notamment des cliniciens sur le terrain. Voici ici tous les critères complets tels qu'ils ont été repris dans la loi sur l'euthanasie élargie en mineurs. Il s'agit bien d'une loi, non pas qui donne un droit à l'euthanasie, mais une loi qui dépénalise ou qui décriminalise l'acte posé par un médecin qui met fin intentionnellement à la vie d'une personne à sa demande expresse. Il faut que l'enfant ait une maladie incurable terminale, il doit présenter une douleur physique avec des douleurs donc, réfractaires, inapaisables, constantes et insupportables. Et ici, on a clairement éliminé d'une manière volontaire la question de la douleur psychique, qui pourtant, elle, est présente, notamment pour les adultes qui feraient une demande d'euthanasie. Chez les enfants, on a estimé qu'on a verrouillé un petit peu plus, je dirais, les critères en éliminant la douleur psychique. Comme je vous l'ai dit, la demande doit émaner de l'enfant. L'enfant doit être conscient au moment de sa demande. Et cette capacité de discernement doit avoir été évaluée non seulement par 2 médecins, mais par un psychologue ou un pédopsychiatre. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que cette capacité de discernement a fait beaucoup de débats, étant donné qu'on n'a pas actuellement, en tout cas à ma connaissance, d'outils ou d'instruments validés qui permettraient d'évaluer si l'enfant a une capacité de discernement. Récemment, une étude a été menée par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé en Belgique, le CACE, pour mieux définir ce concept de capacité de discernement. Mais leur objet de recherche est focalisé uniquement sur le discernement, notamment chez les adultes et chez les personnes vulnérables qui souffrent d'un problème, par exemple, de démence ou d'altération de leur capacité cognitive. Donc, il y a encore sans doute des recherches à mener aussi par rapport à cette question de capacité de discernement. Comme je l'ai dit, pas de restriction d'âge. Donc ça a été vraiment évacué. Et depuis récemment, peut-être que vous l'avez entendu dans la presse aussi, les Pays-Bas ont suivi en fait cette proposition-là. Et là aussi, la restriction d'âge qui était au départ fixée à 12 ans peut être maintenant abaissée. Donc le consentement des 2 parents doit être obtenu et l'euthanasie en pratique doit être effectuée par un médecin. Donc il est interdit qu'un soignant, une infirmière, un infirmier pratique cet acte-là. C'est tout à fait punissable par la loi. Et la clause de conscience, bien entendu, est une possibilité pour un médecin. Bien qu'actuellement, une proposition de loi aussi vient d'être actée tout récemment qui dit que si un médecin refuse de pratiquer un acte d'euthanasie, il doit non seulement proposer à un collègue médecin de le faire, mais il doit s'assurer de la continuité et s'assurer que ce médecin-là puisse réellement être accessible par l'enfant ou le mineur qui en a fait la demande. Concrètement, depuis 2014, entre 2014 et 2021, 4 euthanasies ont été pratiquées auprès des mineurs, donc ont été enregistrées. Il faut savoir qu'il y a une commission fédérale de contrôle sur l'euthanasie
a été mise en place dès 2002 et évalue a posteriori, donc après que l'euthanasie ait été pratiquée, la conformité pour voir si les critères ont été respectés et si l'euthanasie s'est faite en respectant ces critères-là. Donc, sous forme d'un formulaire qui est analysé par cette commission de contrôle après. Donc, ces 4 euthanasies, en fait, ont été demandées par des enfants qui avaient entre 9 ans et 16 ans et qui souffraient, en tout cas pour 3 d'entre eux, on s'est donné d'épidermolyse bulleuse, de mucoviscidose et ou d'un cancer cérébral. On n'a pas de documentation écrite, publiée, si ces enfants ont bénéficié auparavant de soins palliatifs. Voilà, et on sait aussi depuis 2010 qu'il n'y a pas eu d'augmentation de financement pour les services de soins palliatifs, alors qu'il y a une augmentation de plus de 30% de demandes en fait, tant pour les adultes que pour les enfants, par une des 5 équipes de liaison pédiatrique. Dans le cas de cette recherche doctorale mosaïque, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu de publication sur des données factuelles sur le nombre d'enfants qui bénéficiaient d'un suivi par une équipe de soins palliatifs pédiatriques. On n'avait aucune donnée épidémiologique aussi du nombre d'enfants qui potentiellement devraient pouvoir en bénéficier. Donc, on a commencé par analyser les rapports annuels des 5 équipes de liaison pédiatrique entre 2010 et 2014, qui avaient été transmis au ministère belge de la Santé publique, au niveau des plans cancer, même si ça ne concerne pas que des enfants qui ont un cancer. Et on s'est rendu compte qu'il y avait eu 3607 enfants suivis sur 5 ans, avec environ une moyenne de 700, un peu plus de 700 enfants suivis par an, par une des 5 équipes de liaison pédiatrique, donc, qui recouvrent tous les territoires géographiques de la Belgique. 50% de ces enfants présentaient une maladie oncologique, 27% de maladies neurologiques, et 23% d'autres maladies de type pulmonaire, cardiologique ou de maladies rares qui n'étaient pas reprises dans les maladies neurologiques. 12% de ces enfants suivis sont décédés et la moitié d'entre eux, enfin une grande proportion, 51% à domicile. Donc ça, c'est une caractéristique des accompagnements en soins palliatifs pédiatriques en Belgique. C'est vraiment cette possibilité, si l'enfant et la famille en expriment la demande, pouvoir être accompagnés à domicile et de mourir chez eux, dans un environnement plus familier. Alors, c'était d'une part intéressant pour moi non seulement d'avoir des données sur le nombre d'enfants suivis, mais peut-être de s'intéresser à quels étaient les enfants qui n'étaient pas suivis, qui peut-être auraient dû l'être. Parce que là non plus, on n'avait pas vraiment de publication officielle. Et on a obtenu, donc, on a eu l'opportunité, le privilège d'obtenir un financement par la Fondation contre le cancer, qui, au travers de la Fédération pluraliste belge bruxelloise de soins palliatifs, a commandité cette étude-ci pour essayer de compter et d'aller à la recherche, en fait, de tous les enfants qui présentaient des maladies chroniques complexes sur base de la classification ICD-10. Entre 2010 et 2014. Donc, il devait y avoir la même période en fait, d'analyse vu qu'on avait ces données-là par rapport aux enfants suivis par les équipes de soins palliatifs pédiatriques. Et on s'est rendu compte de ce résultat qui n'était pas très réjouissant, évidemment, c'est que seulement 1,7% de tous les enfants, donc 22 000 et plus d'enfants, seulement 1,7% étaient référés à des équipes spécialisées de soins palliatifs pédiatriques. Alors, bien sûr, il y a des limites méthodologiques à cette étude. Il y a sans doute aussi, dans les données enregistrées par les hôpitaux, des manquements ou des imprécisions. Mais il se fait que notre hypothèse de départ, qui devait dire sans doute qu'un nombre d'enfants important n'a pas accès à ces équipes de soins palliatifs pédiatriques, s'est trouvé quand même confirmé. Ces résultats ont été présentés au niveau du Parlement bruxellois pour quand même faire part de cette information qui nous semblait importante. Alors, en côtoyant les équipes de liaison pédiatrique, plusieurs m'ont dit, mais tu sais, avant la loi, en 2014, en 20 ans, on n'a jamais eu de demande d'euthanasie par les enfants. On n'a pas non plus côtoyé les enfants qui étaient dans un état de souffrance physique inapaisable, avec des symptômes extrêmement réfractaires. On a toujours eu l'impression d'avoir pu gérer les symptômes ou soulager, notamment avec des spécialistes, je m'entends, d'anesthésistes pour des choses un peu très techniques, gérer ces souffrances-là.
Ça, c'était une première donnée qui a été notamment publiée dans un article par le professeur Marlène Renard de l'UZ Leuven. Et alors récemment, donc en interrogeant à nouveau des équipes de liaison pédiatrique à Bruxelles, elle me disait, nous non plus, même depuis que la loi en fait, est passée, depuis 2014, nous n'avons pas eu de demande d'enfants à pouvoir bénéficier d'une euthanasie. Par contre, nous avons eu des demandes de parents. Et à eux, évidemment, nous avons dû dire, ça n'entre pas dans le cadre de la loi. Et étonnamment, une des équipes de Bruxelles me disait, ce sont des pères qui nous ont exprimé la demande d'euthanasie pour leur enfant. Et quand je leur demandais quelle en était la raison, comment est-ce qu'ils avaient analysé la demande d'euthanasie venant de ces pères, ils me disaient que c'était souvent pour des problématiques très précises de douleurs physiques. Je pense à l'un qui avait un fécalome important et qui entraînait des douleurs importantes, et qu'à partir du moment où cette demande avait été exprimée, tout avait été mis en place au niveau d'un protocole de soins pour lever ce fécalome et gérer la douleur. Et le père avait retiré cette demande d'euthanasie, bien qu'on lui avait dit qu'elle ne rentrait pas dans le cadre de la loi. Ce qui pose quand même la question de se dire comment décoder, évaluer, accueillir, entendre les demandes parentales d'euthanasie pour leur enfant. Qu'est-ce qui est mis en place au niveau d'une équipe? Quel espace est-ce qu'on réserve ou est-ce qu'on propose à cette demande-là? Qui souffre de quoi aussi? Quels sont les transferts parfois possibles? Et en fait, quand on voit que la loi belge d'euthanasie parle de ce critère de douleur physique, est-ce qu'on peut l'isoler complètement d'une douleur aussi psychique, une souffrance en fait? Est-ce qu'on peut segmenter, compartimenter autant la question de la douleur? Et puis, cette étude qui avait été faite au niveau de l'accès aux soins pédiatriques, on peut se poser la question, est-ce que tous les enfants sont référés à temps à ces équipes pour avoir vraiment une gestion optimale ou en tout cas un apaisement, pas une gestion complète, mais une gestion du moins partielle de certains symptômes, mais aussi d'un accompagnement psychologique, par exemple socio-familial, une aide financière, de ressources sociales mises à disposition, de manière bien plus holistique que uniquement une gestion de la douleur. Enfin, la question aussi de la planification anticipée des soins s'est posée, de se dire, voilà, si une escalade risque de survenir en termes de souffrance majorée, qu'est-ce que nous mettons en place au niveau de notre équipe pour mieux prendre en charge à l'avance certaines situations qui pourraient survenir. Je pense par exemple à des hémorragies importantes ou bien des problématiques de retour aux urgences qui ne sont pas planifiées à l'avance ou de coordination avec d'autres équipes, notamment des soins intensifs pédiatriques ou autres. Je sais qu'ici, par exemple, vous avez vraiment un système dont j'ai pris connaissance ce matin, informatisé pour permettre, par exemple, une non-réanimation concertée avec les différents partenaires. Je pense que c'est vraiment des éléments qui peuvent aider à la prise en soin et à l'accompagnement des familles, bien que certaines familles m'ont exprimé quand même leur stupéfaction, ou en tout cas le fait qu'ils n'étaient pas en phase avec ce projet de planification anticipée des soins, en disant écoutez, nous on a du mal à nous projeter dans l'avenir, étant donné que déjà pour une journée, on se demande comment on va arriver au soir. Tellement les journées sont denses, intenses, pleines d'imprévus. Alors si vous nous demandez quels sont nos désirs pour notre enfant pour dans quelques mois ou dans quelques semaines, on est tout simplement incapable de vous répondre. Se pose du coup la question, est-ce que ces projets de planification anticipée, à qui servent-ils? Est-ce que c'est surtout pour apaiser le stress des équipes ou est-ce que c'est vraiment au service des familles ou les deux, on espère bien entendu? Enfin, une équipe a aussi travaillé sur la question du projet de cahier pour un enfant pour pouvoir exprimer ses désirs, ce qui compte pour lui, ce qui est important, sur base de tous les travaux qui ont été faits par les équipes anglophones My Wishes, que vous connaissez peut-être ou sans doute. Et puis aussi, dans cet accompagnement plutôt familial, d'envisager des pistes pour accompagner davantage et mieux les fratries, souvent invisibilisées. Dans la recherche mosaïque, par exemple, on s'est rendu compte que plus de 80% des fratries n'avaient jamais pu rencontrer un ou une psychologue pendant l'épisode en fait, de maladie de l'enfant malade dans la famille.
est aussi interpellant. Voilà, donc cette recherche, en fait, visait d'une part à établir des données, à documenter un petit peu la cartographie du nombre d'enfants qui sont d'une part suivis par les équipes de liaison, mais aussi qui ont des maladies graves, actuellement en Belgique, faire aussi une revue systématique pour mieux identifier quels sont les outils actuellement, les instruments validés disponibles pour évaluer la qualité de vie. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'outils, ou alors non validés, au niveau des propriétés psychométriques, ou bien que c'était une qualité de vie standardisée, mais qui ne tenait pas compte de la qualité de vie individuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte pour l'enfant lui-même. Pour certains, c'est d'être proche de leur animal de compagnie, pas forcément de pouvoir continuer à aller à l'école. Et donc, de tenir compte de cette qualité de vie individuelle me semble vraiment prioritaire dans les accompagnements qui peuvent être proposés. Et enfin, donc, une étude pilote pour davantage affiner un instrument existant qui était le Children's Palliative Outcome Scale. On a voulu voir si l'évaluation de la qualité des soins pouvait être couplée avec l'évaluation de la qualité de vie individuelle des enfants en combinant cela par un instrument justement utilisant la qualité de vie individuelle de SAQUAL. Vous avez peut-être entendu parler. Scheduled Evaluation of Individual Quality of Life. Un instrument assez facile d'accès et qui a été documenté comme étant valide, même auprès des enfants. Et enfin, une étude de terrain plus large auprès de 73 familles pour mieux comprendre quelles étaient les propriétés psychomotrices de ces petits et aussi comment, finalement, les équipes implémentaient des instruments de mesure. Étant donné qu'au départ, ils étaient très ouverts à cette recherche, mais disaient, nous, on évalue au feeling, finalement, si l'enfant est bien, pas bien. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un instrument de mesure? Ah oui, et pour quelle raison? Donc, est-ce que c'est pour améliorer nos soins? Est-ce que c'est pour documenter ce que nous faisons pour assurer les financements aussi de notre équipe? Ou pour d'autres raisons encore? Donc, ça a permis vraiment tout un travail collaboratif, en fait, avec ces équipes sur le terrain pour davantage objectiver ce qu'ils percevaient de manière intuitivement, souvent très juste aussi. Voilà, donc en tout cas, je dirais le résultat principal qui nous a beaucoup questionné, c'était que les scores de qualité de vie finalement obtenus auprès des enfants et des parents ne semblaient pas associés au degré de dépendance physique des enfants. On aurait pu s'imaginer que plus l'enfant était dépendant avec des appareillages importants, plus les scores de qualité de vie diminueraient. C'est-à-dire que ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu d'association statistiquement significative entre ces scores-là et, je dirais, le niveau de dépendance des enfants. Par contre, ce que les enfants, en grande majorité, donc les 73 enfants qui ont accepté de participer aux entretiens, il n'y en a aucun qui a refusé, c'était l'importance majeure accordée aux liens. Les liens avec leur famille, les liens avec leurs parents, avec leurs amis, avec leur communauté scolaire. C'était vraiment ça qui, pour eux, impactait leur qualité de vie. Beaucoup plus que ne s'agit pas parler de symptômes ou de traitements ou de séjours hospitaliers. Donc, c'est vraiment à partir du moment où ils avaient des personnes importantes pour eux près d'eux, c'était ça qui leur permettait d'avoir, d'après eux, selon eux, une qualité de vie optimale. J'en viens maintenant à cette partie sur les enjeux cliniques et éthiques de l'euthanasie des mineurs, en vous proposant ce schéma. Je ne sais pas comment il résonne pour vous dans vos pratiques respectives, mais de se dire comment est-ce qu'on peut finalement, dans cette perspective d'une loi qui propose l'euthanasie élargie aux mineurs d'âge, comment est-ce qu'on peut l'adapter en tenant compte de ces caractéristiques fondamentales que l'enfant n'est pas isolé sur une île déserte, mais qu'il est imbriqué dans un système familial, social, sociétal, scolaire. Et comment est-ce qu'on peut mettre ça ensemble, en fait, étant donné que, tels que les critères, en tout cas, ont été définis pour la loi belge sur l'euthanasie, c'est plutôt partir d'une forme d'autonomie uniquement de l'enfant qui permettrait de demander l'euthanasie, en tout cas sur base de son propre vécu, comme s'il était déconnecté finalement de toute une imbrication de relations avec son environnement familial et autres. Et en fait, Dorscheid, récemment, donc, a publié cet article qui essaie de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut juger finalement de cette capacité de discernement. Et pour lui, il y a
4 grandes catégories, je dirais, ou 4 composantes qui interfèrent. C'est d'une part vérifier la compréhension de ce qu'il demande. Et on sait que, par exemple, le développement psychologique de l'enfant évolue avec l'âge sur la compréhension de ce qu'est la mort et le côté irréversible aussi de la mort. L'appréciation des conséquences, notamment, que cela va avoir. Il y a ce côté irréversible, mais aussi en lien avec les conséquences sur la famille et sur la manière dont ça va se dérouler, notamment au niveau très technique et pratico-pratique. Et puis aussi le poids de la décision. Est-ce qu'il est souhaitable, selon certains chercheurs, notamment anglo-saxons, est-ce que la décision, d'avoir cette possibilité d'autonomie dans la décision est souhaitable dans tous les cas de figure? Ou est-ce que c'est un poids peut-être trop important qui est mis sur les épaules de l'enfant? Est-ce qu'il y a une partie de... Est-ce qu'on se dédouanerait en tant que clinicien de dire que ce n'est pas moi qui prends la responsabilité médicale, mais c'est finalement l'enfant qui demande et on s'exécute? Question. Et enfin, quel est le raisonnement par lequel passe l'enfant pour exprimer ses demandes? Quelles ont été, je dirais, les causes, les fondements? Qu'est-ce qui se cache derrière cette demande finalement? Ici, un travail de Walter et de Ross que je trouve vraiment intéressant et qui nous invite à réfléchir sur la différence entre l'autonomie, je dirais, relationnelle et l'autonomie individuelle, isolée. Ce sont en fait 2 paradigmes très différents. Et actuellement, en tout cas dans cette loi sur l'euthanasie belge des mineurs et dans la loi sur l'euthanasie belge, même par rapport aux adultes, on est plutôt dans un paradigme d'une autonomie du sujet séparé du restant de ses proches. Et ici, ces auteurs nous proposent plutôt de considérer aussi l'autonomie relationnelle, en interaction. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est peut-être plus proche, entre guillemets, de la vraie vie, moins théorique, et plus proche de ce qu'on peut vivre dans cette triangulation toujours très présente en pédiatrie? Voilà, je vous laisse sur ce questionnement ou cette réflexion. En tout cas, moi, ce qui m'a vraiment été quelque part déterminant dans cette recherche doctorale, et puis ce qui m'a porté aussi à approfondir la question des liens, c'est de me dire que dans finalement le parcours en soins palliatifs pédiatriques des enfants qui vivent une maladie grave, les familles et les enfants eux-mêmes se retrouvent confrontés à différentes ruptures d'ordre différents. Des ruptures en termes géographiques, on quitte la maison pour aller à l'hôpital, ou on ne va plus à l'école parce qu'on ne peut plus suivre certains cours, etc. Donc, il y a une rupture géographique claire. Il y a aussi une rupture temporelle. Il y a des phases différentes, parfois plus ou moins marquées. On sait qu'on passe plus d'une phase curative à une phase palliative nette, mais n'empêche qu'il y a parfois quand même des tournants, des diagnostics de mauvaises nouvelles qui sont annoncés et qui marquent des points de rupture, en fait, en tous les cas, vécus tels quels par les enfants ou les familles. Et puis, il y a les ruptures aussi au niveau relationnel. Ce matin, on a abordé la question cette rupture de la transition des adolescents vers les équipes adultes, mais même déjà avant, quand on voit que certains enfants sont confrontés à une vingtaine d'intervenants différents, il y a clairement des questions à se poser sur comment est-ce qu'on peut avoir une personne un peu coordinatrice qui assumerait cette continuité dans le parcours de soins. Et donc, il me semble qu'au cœur vraiment d'une qualité d'un accompagnement palliatif pédiatrique, c'est de veiller à ces 3 liens. Le lien temporel, qui va même d'ailleurs au-delà de la mort. Si on peut proposer des accompagnements au deuil, on sait clairement que c'est un critère de qualité aussi, qui a réfléchi à toutes ces étapes-là. Les familles, par exemple, me disent c'est incroyable, on est tellement entourés. À partir du moment où l'enfant est décédé, on se retrouve seul. Comment assurer cette continuité-là? Alors, ce n'est pas forcément la même équipe qui va assurer cet accompagnement au deuil, mais il y a sans doute des passerelles à tisser et à manifester ainsi aussi aux familles. Et enfin, le lien géographique est un enjeu majeur, étant donné notamment, je sais ici au Canada, les disparités géographiques et comment finalement assurer cette coordination sur les différents terrains, parfois très éloignés des uns des autres. Et enfin, le lien relationnel, j'ai envie de dire qu'en tout cas, le modèle belge de liaison pédiatrique est intéressant dans le sens où que cette coordination, c'est un peu l'infirmière pivot finalement qui est au centre, qui assure cette coordination entre tous les intervenants. Et ça, je pense que, en tout cas, c'est ce qui m'a été renvoyé dans les études qualitatives auprès des familles pendant l'étude mosaïque, c'est de dire au moins nous, on savait
qui on pouvait appeler, que ce soit à 2 h du matin, ou quand on débarquait aux urgences, quelqu'un nous attendait de l'équipe de liaison pédiatrique. On n'était pas des étrangers. Et on avait déjà parlé de nous, on ne devait pas répéter de nouveau la même histoire. Voilà, donc ici, quelques phrases pour amorcer notre discussion dans un instant. La question peut-être à se poser, c'est vraiment quel accès à des structures de soins qui permettent d'accompagner toute cette souffrance physique, psychique, sociale et spirituelle des enfants, des fratries, des parents. Comment, surtout face aux demandes parentales, d'euthanasie accompagner cette souffrance parentale? Quelles sont les choses opérationnelles, cliniques qu'on peut mettre en œuvre? Mais quel accompagnement plus large aussi proposé, parfois à plus long terme? Quel regard finalement sociétal posons-nous sur la dépendance, l'incurabilité, l'handicap, la maladie grave, toutes nos représentations en tant que professionnels de la santé? Comment est-ce qu'on ne peut pas être dans des biais peut-être aussi, ou des transferts de ce qu'on pense être indigne ou invivable, alors que les familles ont peut-être tout à fait un autre vécu? Comment combiner les situations individuelles vécues par les familles versus certaines standardisations légales au travers d'une loi? Quelle est l'approche ou le rapport coût-bénéfice? Est-ce qu'une loi a peut-être plus d'impact négativement sur un ensemble des populations, alors qu'elle ne répond peut-être qu'à des situations extrêmement infimes ou particulières? Comment tenir compte, je dirais, de la proportionnalité des soins dans une approche tenant compte de toute la complexité, par rapport notamment à l'acharnement thérapeutique? Et c'est proportionnel pour qui? Pour les familles, pour les équipes cliniques, pour le coût sociétal? Comment est-ce qu'une loi aussi peut façonner une nouvelle norme du bien mourir? Je pense à des étudiants accompagnés il y a une dizaine d'années qui me disaient que pour eux, on mourrait ainsi ou comme cela. Il y avait une ou deux manières actuellement, mais non, voilà, l'euthanasie, une option parmi d'autres. Donc, il y a quand même un changement vraiment, je dirais, de l'approche culturelle dont je suis témoin en fait tout au long des années. Puis de la souffrance aussi du soignant ou du médecin qui pratique ou qui assiste à l'euthanasie. Ici, si on est sur une approche centrée sur une demande qu'on va exécuter ou qu'on va servir, est-ce qu'on tient compte encore de tout ce que vit le soignant ou le médecin? Je pense à Bénédicte Lombard, l'infirmière pédiatrique qui a fait sa thèse de doctorat sur la question de la contention et qui parlait de ce concept que je trouve intéressant de la cécité empathique. Est-ce qu'à un moment donné, on se ferme à une capacité émotionnelle pour survivre finalement à une situation extrêmement prenante en tant que soignant? Et à terme, qu'est-ce que cela a comme conséquence éventuelle? Comment pourrait-on tendre vers des soins qui soient ajustés pour toutes les parties et non seulement uniquement pour un groupe de personnes? Voilà, alors quelques recommandations pour la recherche pour terminer avec ceci. Comment offrir donc un espace d'écoute de parole qui permette la parole de l'enfant, de ses émotions, de ses questions très sincères, pour recueillir ce qui est important pour lui et faire le lien avec l'ensemble du système familial. Comment évaluer la capacité des discernements du mineur à la lumière de la temporalité, sachant que ça peut bouger, que ça peut changer, qu'une demande peut-être n'est pas la même dans 3 jours ou dans une semaine? Comment arriver à des processus décisionnels réellement partagés pour tendre vers un certain équilibre? On n'a jamais en éthique de solution blanche ou noire, mais on navigue entre le gris clair et le gris foncé. Et comment arriver à des processus décisionnels les plus partagés possibles? Est-ce qu'on peut mesurer l'impact sur les enfants, sur les familles, sur la société d'une loi, qui est quand même une loi sensible, ou qui serait une loi sensible pour les pays qui ne l'ont pas encore adoptée? Et quel est l'impact de l'euthanasie ou de la responsabilité sur le deuil parental ou le deuil de la fratrie en cas d'aide médicale à mourir? Voilà, alors je vais me demander quels seraient les points d'attention avant d'élargir éventuellement l'aide médicale active à mourir aux personnes mineures au Québec. Je me dis, quelles sont les recherches que vous pouvez mener par rapport à l'offre et à l'accès à des consultations de douleurs pédiatriques, de structures de soins palliatifs, de répit pédiatrique, financées d'une manière durable. Il ne s'agit non pas de proposer quelque chose qui soit temporaire, mais qui soit durable. Et ça, c'est, je crois, un enjeu qui devient de plus en plus majeur, actuellement, en tout cas en Europe. Quelle est actuellement la formation des professionnels en contact avec des enfants gravement malades? Est-ce que cette formation couvre une population suffisante de professionnels de la santé? Et quelles seraient les études des besoins réels des familles par rapport à cette question-là?
Voilà, je vous partage pour terminer cette charte de Trieste qui reprend les droits de l'enfant gravement malade, charte qui a été élaborée et publiée en 2017 par différentes personnes chercheuses, notamment en Italie, et plus largement pour l'Europe, publiée dans le Lancet. Et ça reprend tous les éléments dont vous tenez déjà compte dans vos expériences, je pense, cliniques respectives. Voilà, très récemment a été publiée aussi en 2022 en plusieurs langues la Charte européenne sur les soins palliatifs pour les enfants et les jeunes par l'Association européenne des soins palliatifs et le groupe de recherche spécifique pédiatrie. Et enfin, je vous invite à soumettre, je me permets une petite publicité, excusez-moi, pour le 10e congrès international qui se tiendra à Genève du réseau francophone de soins palliatifs pédiatriques par rapport peut-être à vos expériences cliniques et pour croiser cela au travers de ces journées Europe-Canada. Hein. Aux États-Unis aussi, on a certains chercheurs qui nous ont envoyé. Voilà, je vous laisse une petite bibliographie si vous avez envie d'approfondir le sujet pour la suite. Et je voudrais vraiment remercier du fond du cœur tous les enfants et les parents qui ont participé à la recherche mosaïque, mais aussi à Brigitte de Terouagne et à Dominique Bélis de l'équipe Interest pédiatrique pour leurs dernières expériences partagées avec moi ces derniers jours. Au fond, Marguerite Marie Delacroix qui a financé l'étude mosaïque. À l'Université Luxembourg qui me permet d'être là avec vous aujourd'hui. À Laurence Bernard qui est ma collègue dans ce nouveau projet à l'université et à Jolie pour l'invitation. Merci.